Il y a plus de 25 siècles, un homme affirmait quelque chose d'audacieux, presque insensé pour son époque. Tout est nombre, absolument tout. Une phrase qui allait marquer l'histoire entière de la pensée occidentale, car ce cri lancé sur les rivages de la Grèce antique n'a jamais cessé de résonner. Platon enfile l'ossature secrète de son cosmos, Euclide la géométrie de l'espace, Kepler la musique silencieuse des astres, Galilée le langage mathématique du livre de la nature, Newton les lois du monde visible, et cela jusqu'aux physiciens modernes comme Max Planck, qui voyait lui aussi dans les nombres la trame profonde de la réalité. Tout est nombre, absolument tout. Une phrase si simple qu'elle pourrait encore aujourd'hui passer pour une formule philosophique. Et son auteur, c'est Pythagore. Né à Samos, il voyagea en Égypte et en Babylonie avant de fonder, au sud de l'Italie actuelle, une confrérie où l'on étudiait des disciplines que la tradition médiévale regroupera plus tard sous le nom de quadrivium. À la fois l'arithmétique, la géométrie, la musique et l'astronomie. Pour lui, le nombre n'était pas qu'un outil de calcul, il était la trame secrète du cosmos, la clé qui relie le visible à l'invisible. Beaucoup de gens estiment que c'est le père de la numérologie. Pourquoi ? Parce que Pythagore indiquait que tout est nombre, que le monde est écrit en équations mathématiques et que décrypter la dimension sacrée des nombres, c'est comprendre le monde. Et bien la numérologie, elle se sert de ça pour pouvoir décrypter la complexité humaine. Pourtant, à son époque, il n'existe ni numérologie, ni sciences modernes, ni psychologie. Mais dans une Grèce antique où l'on cherche encore à comprendre ce qui ordonne le monde, Pythagore propose une vision révolutionnaire. Les nombres ne servent pas seulement à compter. Ils révèlent, ils structurent, ils tissent l'ordre secret de l'univers, telle une matrice. De cette intuition naît un langage entièrement nouveau. Le 1 n'est plus une simple unité, c'est la source, le commencement. Le 2, c'est la polarité qui fait naître le mouvement. Le 3, l'harmonie qui réconcilie. Le 4, la structure qui permet au monde de tenir debout. Pour Pythagore et ses disciples, comprendre les nombres, c'est comprendre la musique de la vie. Et au cœur de cette vision, un symbole deviendra central, la tétractys. Un triangle formé par les nombres 1, 2, 3 et 4, dont la somme donne 10, le nombre de l'accomplissement. Et cette prière attribuée aux pythagoriciens en témoigne pleinement. Bénis-nous, nombre divin, toi qui as engendré les dieux et les hommes. Ô sainte tétractys, toi qui contiens la racine et la source de la création qui coule éternellement. Car le nombre divin commence par l'unité profonde et pure, jusqu'à arriver aux 4 saints. Puis il engendre la mère de tous, les 10 saints qui comprennent tout, qui limitent tout, le premier-né, les 10 saints inébranlables et infatigables, le détenteur de la clé de tous. Cette géométrie est un rappel que tout dans la vie suit des cycles, que chaque étape du cycle possède sa propre qualité. De là s'esquisse une manière de lire la réalité. Symbolique, métaphorique, comme si chaque phénomène de la nature, des relations humaines au rythme des saisons, répondait à une architecture inconsciente. Mais comment expliquer que les nombres puissent révéler quelque chose de notre chemin de vie et de notre être ? Ça fait 35 ans que je me pince en disant « c'est pas possible ». Alors, il n'y a pas vraiment d'argument avec la numérologie. La meilleure des arguments, c'est de tester et de voir si c'est vrai. Et c'est comme ça qu'on est bluffé, c'est vérifié, parce que je n'explique pas pourquoi. Oui, on dit que tout est énergie et que dans chaque nombre, il y aurait donc une énergie et que grâce à cette énergie, eh bien, on pourrait avoir des spécificités. Soit, mais je n'explique pas pourquoi. Je ne peux constater juste que ça fonctionne de façon juste incroyable. La numérologie moderne n'est pas l'héritière directe de l'école de Pythagore. Elle n'en reprend ni les rites ni les méthodes. Et aucune transmission directe ne peut être associée. Pourtant, elle en prolonge la logique profonde, celle qui considère que les nombres sont des qualités. Derrière chaque chiffre se joue une musique, une vibration, une information. Et c'est sur cette logique que s'appuie la numérologie contemporaine. Alors la numérologie, elle va s'appuyer sur les données qui nous rendent uniques vis-à-vis de la société, c'est-à-dire nos prénoms,
notre nom et notre date de naissance. Avec ces éléments, on va faire tout un tas de calculs, on va transformer les lettres en nombres, et puis, grâce aux résultats, on va voir tout un tas de nombres qui nous correspondent. Puis, on va se servir de la symbolique des nombres. Et cette symbolique des nombres, elle va nous donner une lecture de ce pourquoi on est fait, nos besoins fondamentaux, nos dons, nos talents. Grâce à ça, eh bien, on va pouvoir avoir une meilleure connaissance de soi. La numérologie n'est pas un système unique. Au fil des siècles, plusieurs approches ont vu le jour. La numérologie pythagoricienne, la numérologie karmique, la numérologie orientée sur les cycles, sur les prénoms ou sur l'arbre généalogique. Chacune pose un éclairage différent. Comprendre sa personnalité, anticiper les cycles, éclairer une relation, ajuster une orientation professionnelle, accompagner une décision de vie. Parmi ces approches modernes, il existe la numérologie stratégique, créée par Lydie Castel. Pour moi, nous sommes des êtres multiples, où à l'intérieur de nous, on peut avoir des ambivalences. Et donc, j'ai créé ce qu'on appelle l'arbre personnel, c'est-à-dire qu'on a pour fonctionner 7 clés de fonctionnement, 2 racines, un tronc, des branches, une écorce, des feuilles, des fruits et une sève. Donc, 7 éléments plus une dynamique de vie. Et avec ça, on a une lecture assez globale de l'individu. C'est pas une lecture exhaustive, parce qu'il faut aller encore plus loin derrière, mais déjà, avec les 7 clés de fonctionnement et la dynamique de vie, c'est-à-dire l'arbre personnel, on peut voir vraiment qui on est sur tous les aspects, aussi bien relationnels, nos besoins de réalisation, nos besoins affectifs, nos besoins de communication, etc., etc., comment agir, et puis nos dons, nos talents. Et ça, c'est essentiel pour moi de comprendre que on ne peut pas être réduit à par un seul chiffre, ça serait complètement ridicule. Elle s'appuie donc principalement sur un triangle fondamental, 3 nombres issus de notre date de naissance. 3 pôles qui dessinent notre dynamique intérieure, ce dont nous avons besoin, ce que nous offrons au monde et la manière dont nous avançons. Alors, déjà, je l'ai appelé la numérologie stratégique, pour mettre en évidence le fait que ce n'est pas de la voyance, mais c'est un outil de stratégie. Et cet arbre, c'est simple, c'est que si tu plantes un arbre et que cet arbre, on le nourrit pas, on lui donne pas de sels minéraux, pas de soleil, pas d'eau, eh bien il va végéter. C'est pareil pour la nature humaine. Donc déjà, la symbolique de l'arbre, elle parle à tout le monde. Ensuite, au lieu de parler de chemin de vie, d'expression, ce qui ne veut pas dire grand-chose, moi, j'ai dit, ce sont les racines de notre arbre, c'est-à-dire nos dons, nos talents, et en même temps nos besoins fondamentaux. Et ces dons et talents nourrissent un tronc, qui est ce qu'on appelle la clé de l'âme de façon plus traditionnelle, qui est notre objectif de vie. Et ces 3 éléments, c'est ce que j'ai créé, le triangle fondamental, c'est-à-dire que c'est la base de chaque individu et incluse dans ce triangle fondamental, nos 2 racines et le tronc. Et ça, c'est notre socle à tous. Pour entrer dans la logique du triangle fondamental, 2 calculs sont accessibles à tous. Le premier, c'est ce que Lydie appelle la racine. On additionne le jour, le mois et l'année de naissance, puis on réduit le résultat jusqu'à obtenir un seul chiffre. Par exemple, une personne née le 2 février 1990 fera ce calcul. Le 5 devient donc sa première racine. Second calcul avec le tronc, qui décrit notre objectif de vie, ce qui donne du sens à notre quotidien. Et il ne dépend que du jour et du mois de naissance. On additionne simplement les 2, puis on réduit. Avec la même personne, cela donne donc le 4. Une fois ces 2 chiffres révélés, ils donnent la tonalité. D'abord, notre premier don, notre premier talent, puis notre objectif de vie. Et tout un chacun peut aussi en faire l'expérience pour trouver ces 2 premières clés fondamentales, celles qui résonnent avec notre date de naissance. Une seconde racine, symbole de notre talent secondaire, se calcule aussi avec la gématrie, nombre issu de notre prénom et de notre nom. Il y a après les branches, c'est comment j'agis, comment je décide. Les feuilles, quels sont mes besoins fondamentaux au niveau relationnel et affectif.
et les fruits, quels sont mes besoins au niveau réalisation. Et enfin, la dynamique de vie qui est la celle de l'arbre. Et je dirais, c'est un peu la philosophie qu'on doit donner à notre vie. Ça englobe tout. C'est le sang qui coule dans nos veines et qui fait que le matin, je me lève et puis j'ai envie d'aller au rendez-vous de ma vie. Mais ce qui rend la numérologie vraiment vivante, c'est le lien qui nous unit au tempo des années. Chaque année pose un climat, une orientation, un voile presque invisible mais bien réel. Et parce que le monde entier vit désormais selon le calendrier grégorien, ce rythme collectif nous traverse. Il influence nos élans, nos choix, nos transformations. Chaque année peut être résumée à son chiffre essentiel, le chiffre de l'année. Et derrière lui, un cycle naturel de 9 ans se dessine. 9 ans pour construire, aimer, apprendre, évoluer. Puis un nouveau cycle commence. Dans notre vie, il y a une répétition du cycle de 9 ans systématiquement. Et c'est jamais la même chose. Pourquoi ? Parce qu'on part pas de zéro. C'est-à-dire qu'on vit 9 ans, puis après on recommence un autre cycle de 9 ans, fort de 9 ans d'expérience. Et puis après, on a des saisons dans notre vie qui interviennent, ce qui fait que on peut être heureux dans un métier pendant 10 ans, c'est super. Et au bout de 10 ans, on se dit non, mais là, j'en ai fait le tour, j'en ai marre. Pourquoi ? Parce qu'on a changé fondamentalement ? Non. On a évolué, on a gagné en conscience, c'est évident. Mais par contre, on a changé de saison. Et donc, il y a un appel à faire des choses autres, d'autres centres d'intérêt. Et c'est pour ça qu'on est soumis à des vibrations qui nous influencent, qu'on le veuille ou non. C'est exactement comme la météo. On peut aimer un paysage, une activité, un rythme de vie, et pourtant sentir qu'un jour, les temps ont changé. La numérologie mondiale, c'est exactement cela, la météo des années. Elle ne dit pas ce qui va arriver, elle décrit le climat que nous traversons. Et lorsque l'on lit l'année ainsi, tout devient plus lisible. On peut faire tout ce que l'on veut quand on veut dans l'année. C'est pas le souci. Moi, je dis souvent, si vous voulez planter des tomates, vous pouvez tout à fait planter des tomates au mois de décembre. C'est pas un problème. Simplement, il faut juste une serre avec du chauffage et de la lumière artificielle. C'est-à-dire qu'on va dépenser énormément d'énergie pour un résultat moindre si on plante des tomates en décembre. Eh bien, la numérologie, elle nous aide à ne pas dépenser beaucoup d'énergie et à être le plus efficient possible vis-à-vis des nombres qui nous entourent pour pouvoir ne pas trop s'épuiser, à être à contre-courant, tout simplement. Il y a des années qui passent sobrement et d'autres qui marquent immodérément une époque. 2020 fut l'une d'elles, comme si la vie, lassée de notre course en avant, avait tiré brutalement sur le frein. En numérologie, 2020 est sous la gouverne du 4, le chiffre des fondations. Et quand les fondations sont fragiles, la vie ne se contente pas d'avertir, elle oblige à déconstruire pour révéler ce qui ne tenait plus. Alors moi, j'aime bien commencer par 2020 pour décrypter la symbolique des nombres en temporalité. Pourquoi ? Parce que c'était une année pour moi majeure. 2020, ça fait 4. Et on va le voir, le 4 en termes de symbolique, en temporalité, c'est la construction solide, le besoin de faire les choses, de bien préparer, et que si jamais les choses ne sont pas bien préparées et solides, on doit d'abord passer par la déconstruction pour reconstruire. Et que si on n'est pas dans cette dynamique-là, souvent, ça se traduit par des peurs, des blocages, des ralentissements, voire des arrêts vraiment complets. Cela n'a pas manqué. 2020 a été l'année où le monde s'est figé, exposant nos fragilités et l'illusion de nos certitudes. Dans ce silence planétaire, chacun a rencontré son propre vertige. Une fissure dans nos repères, mais aussi une brèche vers une forme de retour à soi. On associe au 4 aussi la notion de mort symbolique avec renaissance, c'est-à-dire le 4 invite à une mutation profonde. Je pense que cette société avait vraiment besoin d'une transformation majeure parce que je pense que les fondamentaux ne sont pas là au niveau humain. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu le Covid en 2020 et on a vécu le 4 dans toute sa version négative. Des peurs, des blocages, des ralentissements, des arrêts et la mort, pas symbolique du tout, mort tout court. Derrière cette secousse planétaire, le chiffre 4 nous posait une question simple. Quelle humanité avons-nous réellement construite ? Compte tenu du Covid, on s'est retrouvés tous seuls, enfermés à avoir peur du microbe de l'autre.
Et là où c'était très intéressant, c'est que je considère que c'était important de vivre ça pour qu'on voit l'absurdité totale de vivre seul et de pas s'inclure au monde, de ne pas partager, de ne pas échanger. Parce qu'on est dans une société depuis les années 2000 qui prône la séparation, le clivage, la dissociation. Il y avait, je pense, ce message énorme qu'on a besoin des autres. Est-ce qu'on l'a compris? Est-ce qu'on a déconstruit cette société pour le reconstruire? Je crois pas. Je suis pas sûre. C'est terrible. Et donc, c'est intéressant de voir que voilà, en 2020, à titre collectif, on est passé à côté. À titre personnel, est-ce qu'on a déconstruit sa vie? Parce qu'en fait, cet arrêt sur image qu'on a été forcé de faire, en ne travaillant pas pour la plupart, eh bien, c'était nécessaire pour se dire aussi, est-ce que ma vie a du sens? Et donc, est-ce que les gens ont déconstruit leur vie pour pouvoir reconstruire après? En tout cas, c'est ce qui était demandé. Et beaucoup de gens l'ont fait. En 2020, nombre d'entre nous ont redécouvert l'essentiel, la préciosité du temps, de la maison, des liens. Dans cet arrêt forcé, une question s'est imposée avec la force tranquille du 4. Quels sont nos fondamentaux, ceux sur lesquels on peut enfin reconstruire? Après l'immobilité vient le mouvement, et le chiffre 5 en est l'invitation par excellence. C'est une injonction à sortir de l'ancien, surtout lorsque nos vies ne nous rendent plus heureux. Le 5 nous pousse à oser, à bouger, à conquérir de nouveaux territoires, intérieurs comme extérieurs. Et c'est souvent là que naissent certains conflits, car ce qui ne bouge pas volontairement finit parfois par éclater pour nous obliger à avancer. Non, donc le 5 qui demande au mouvement, c'est une énergie géniale, mais qui doit être un mouvement positif qui est, si je suis coincé dans un environnement, il faut que je bouge, mais je dois pas aller sur les plates-bandes des autres. Il faut que je bouge, voilà, vers moi-même. Comme une vague qui redescend, 2022 a ramené l'énergie du 6. Alors, on a cette énergie 6 l'année prochaine, puisqu'on sera en 2026. Et donc, pendant un an, cette énergie 6 est présente. Même si 2026, ça fait 1 au niveau global, il y a quand même cette énergie 6 qui sera là l'année prochaine. Et le 6, c'est le soin. Une année pour s'écouter, prendre soin de soi, de son cœur, de ces liens qui nous unissent, ou qui se brisent sous nos yeux. Dans le 6, il y a une notion de mariage et de divorce. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce que je continue à divorcer avec moi? Ou est-ce que je me remarie avec moi? Est-ce que je m'écoute? Est-ce que je continue à faire de la sourde oreille à mes conflits intérieurs? Ou alors, est-ce que, enfin, je suis appelée sur le fait de me réaligner avec moi-même? Le 6 interroge notre manière de nous marier avec la vie, ou de divorcer avec elle. Qu'est-ce que je choisis encore par amour? Et qu'est-ce que je maintiens par peur? Et en 2022, on a aussi la guerre en Ukraine qui a commencé. Souvent, 1914, c'est une énergie 6. 2022, c'est une énergie 6. Il peut y avoir des divorces qui se font sur le plan personnel et puis sur le plan macro. En tous les cas, ce qu'il faut, c'est essayer d'apaiser et surtout pas envenimer, quoi. C'est l'idéal. Depuis les années 2000, un cycle de 1000 ans s'est ouvert, nourri par l'énergie du 2. Une énergie qui relie, qui met en lien, qui rapproche, qui rassemble. Puisqu'un plus 1 égale 2. Si on regarde bien la société depuis les années 2000, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Amazon qui est arrivé, ce qu'on appelle GAFAM, donc les Facebook, Apple, les Blablacar, les Airbnb. Qu'est-ce qu'elles font? Qui réussissent de façon indécente. La clé, c'est mettre en relation. Amazon, ils n'ont pas de métier. Ils mettent en relation un service, un produit avec un acheteur. Facebook, 2 personnes, voilà. Blablacar, c'est quelqu'un qui a la voiture. Et voilà, c'est les mises en relation. Et 2022 est venu appuyer sur cette dynamique, mais surtout en révéler le paradoxe. Normalement, le 2 devrait être vécu en mode on se rassemble, puis on est plus fort à 2, et puis voilà. Sauf que pour le pouvoir, 2 divisé par 2, ça fait 1. C'est-à-dire que on divise. Et si on regarde la plupart des partis politiques aujourd'hui, quels qu'ils soient dans tous les pays, ce qu'ils prônent, c'est pour, contre,
pro ceci, contre cela. On divise, on divise, on divise, on divise et puis, surtout on rassemble pas. Non, on cherche à diviser, c'est tellement plus simple pour, avoir le pouvoir. Sauf que c'est très court terme. Cette année 6, traversée par la vibration du 2, nous a montré à quel point notre monde hésite encore. Se relier ou se diviser. Construire ensemble ou s'enfermer dans les clivages. Comme si l'énergie du lien révélait aussi nos difficultés à vraiment l'assumer. En 2022, on a eu peut-être un appel à se séparer, je sais pas moi, d'un boulot, d'un salarié, d'un associé, d'un compagnon ou d'une compagne et ou se marier aussi. Au niveau boulot, on pouvait faire les 2. Ce qu'il faut aller, en tout cas, c'est s'écouter par rapport à son équilibre intérieur et son alignement intérieur pour favoriser cet appel à se marier, pour le meilleur. Vint ensuite l'énergie 7, avec l'année 2023. Une année plus lente, plus intérieure, qui nous a invités à réfléchir, à comprendre, à chercher du sens. C'est une énergie qui est généralement beaucoup plus lente que 2024, par exemple, qui invitait à beaucoup plus de tonicité, parce que l'énergie 8 de 2024, elle peut avoir un côté violent, mais elle peut être vraiment très, très tonique. Par exemple, 2015, si tu regardes 2015, tous les attentats qu'on a vécus en France, le Bataclan et les autres, c'est énergie 8, tu vois, la notion de violence qui peut être présente, forte, de façon très forte. 2023 fut donc un appel à la stratégie, une année où l'on prépare dans l'ombre ce qui demain devra éclore. Car derrière cette apparente lenteur se cache une sagesse. Avant d'agir, il faut comprendre. Avant de foncer, il faut voir clair. D'autant que l'énergie du 8, qui arrive ensuite, est puissante, très puissante. 2024, l'année du 8. Le 8 n'est jamais tiède, il récompense autant qu'il secoue. Il met chacun de nous face aux grandes questions existentielles. Quelle est notre juste place dans le monde? Notre légitimité? Quelles sont nos forces, mais aussi nos faiblesses ou nos blessures? C'est une énergie très positive quand on se donne le temps de travailler sur soi et d'investir vraiment son temps pour mieux se comprendre et dépasser des blessures, avancer sur le chemin de la conscience. C'est une énergie la plus transformatrice de toutes. Mais elle demande de se retrousser les manches et de bosser sérieusement. Et par contre, si on le fait, on est récompensé, mais de façon incroyable. Voilà. Donc c'est une très belle énergie positive qui nous demande de l'adversité, qui nous demande souvent de la bataille. Voilà. Idéalement, il faut pas utiliser la violence. Il faut pas. Voilà. Les années 8 sont donc d'une fécondité rare et invitent à une pleine réalisation, si nous acceptons de travailler sur nous-mêmes. À l'inverse, si l'on résiste à cet appel, l'énergie du 8 devient rugueuse. Elle accentue les frustrations, amplifie les injustices perçues et met en lumière ce que nous refusons encore de reconnaître. Elle ne punit pas, elle révèle. Et ce qui n'est pas transformé à l'intérieur se manifeste alors à l'extérieur, parfois de manière brutale. Peut-être que ce que nous avons vécu sur le plan politique, en France ou ailleurs, en est le parfait exemple. Que refusons-nous encore de voir pour en arriver là? Alors arrive 2025, l'énergie 9. Après 8 années intenses, c'est le moment d'achever, d'aboutir, d'accomplir, ou de se libérer enfin de ce qui pèse. Pour 2025, on est sur une énergie 9, c'est une fin de cycle. Et donc, la plupart du temps, on est fatigué de ces 8 années, surtout que l'année précédente, 2024, était tellement costaud en termes de positionnement, de se battre sur différents sujets, que on arrive sur une année 2025 en général crevé, vraiment épuisé. Et c'est pas étonnant que l'on ait été dans cette énergie-là. En tout cas, il était indispensable de lever le pied un peu. Et puis, c'est une année qui pouvait favoriser aussi des aboutissements, des choses que l'on traîne depuis longtemps et qui enfin aboutissent. Et également, tout ce qui est reconnaissance. Le 9 peut amener un peu plus de reconnaissance quand on a fait des choses avant qui ont construit
qui ont pu construire cette reconnaissance. Donc c'est une énergie d'aboutissement qui est très intéressante, mais qui doit être assortie de cette notion de repos et de récupération. Car le 9 fatigue. Comme après un long voyage, on a besoin d'une pause, d'une respiration, d'un peu de recul pour comprendre ce que ces 8 années ont construit en nous et autour de nous. 2025 nous invitait donc à la fois à récolter, mais aussi à faire du tri, à reconnaître ce qui doit continuer ou ce qui doit mourir, afin de ne pas laisser traîner ce qui n'a plus lieu d'être à l'aube du nouveau cycle qui se prépare. Alors 2026, c'est une énergie 1 et qui n'a rien à voir avec l'énergie de l'année dernière, 2025. Pourquoi ? Parce que on était sur une énergie 9 de fin de cycle, où il y a la fatigue de 8 années passées, alors que là, on commence un nouveau cycle. Ce que vous venez de traverser, ce sont les grands cycles, les mouvements collectifs, ces années qui façonnent une époque, parfois sans même que nous en ayons conscience. Mais vous n'êtes qu'à la moitié de ce documentaire. Dans la seconde partie, plus de 25 minutes sont consacrées à l'année 2026, à son énergie et surtout à la lecture de votre année personnelle, selon votre propre chiffre clé. Que racontent ces nombres lorsqu'ils nous concernent personnellement ? Pourquoi certaines années nous portent et d'autres nous éprouvent, nous freinent ou nous transforment ? Comprendre où vous en êtes dans votre cycle, savoir quoi initier, quoi consolider et quoi laisser derrière vous, c'est l'ambition de la seconde partie. Pour accéder à la suite de cette exploration, soutenir notre travail et permettre à ces films d'exister, abonnez-vous à Inexploré TV. La suite commence maintenant.